Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce journal dans l'actualité de ce mardi 12 mai. Qui vient en vacances dans notre département? Pour le savoir, 6000 touristes ont été interrogés. Âge, profession, lieu d'habitation, mais aussi leurs attentes. Des informations qui pourraient aider les acteurs du tourisme vendéen à adapter leur offre. Luçon prêt pour la montée en Ligue 2. Sur le plan sportif, il reste encore 2 journées de championnat décisives. Mais en coulisses, les dirigeants du club de foot commencent déjà à préparer cette éventuelle montée. Et puis nous irons à la fin de ce journal à la rencontre de Claire Biteau-Guillemin. Elle réalise des enluminures et elle vient de se voir décerner le titre de meilleur ouvrier de France. Vous aurez peut-être la chance d'être dès demain soir en week-end avec le pont de l'Ascension. Bison Futé a dressé le drapeau orange dans le sens des départs pour demain et jeudi. Il pourrait donc y avoir du monde ce week-end. Et justement, pour mieux connaître ces vacanciers qui viennent pour une journée, une semaine ou plus dans notre département, les acteurs du tourisme de Vendée ont lancé une étude portant sur 6000 personnes. Les résultats viennent d'être publiés. Alors, qui sont les touristes qui séjournent en Vendée? D'où viennent-ils? Que visitent-ils? Réponse avec Aurélia Horner. Des familles avec 2 enfants, des couples qui dépensent en moyenne un peu plus de 40 € par jour et par personne, logement inclus. Voici le profil type des touristes. Un tourisme majoritairement français et principalement du Grand Ouest et de l'Île-de-France. Ce sont les premiers enseignements de l'enquête. Enseignement également, le fait que se développe une pratique très importante dite des excursionnistes. Les excursionnistes, ça représente 17% de nos touristes vendéens. Et ce sont des gens qui viennent simplement pour une journée. Ils ne consomment pas de nuitée, mais ils viennent pour une journée. Mais cela dit, dans une journée, ils se promènent, ils se baladent, ils visitent et ils consomment à la fois des sites, des animations, des commerces et de la restauration. 83% des touristes viennent pour un séjour de vacances d'une dizaine de jours environ et 24% reviennent tous les ans. La mer, la plage bien sûr, mais également le climat sont les principaux motifs d'attractivité de la Vendée. Parmi les sites les plus visités, les sites naturels arrivent en tête, juste devant le Puy du Fou. Quant aux châteaux et monuments, ils viennent en 3e position. Cette enquête permet donc de déterminer les profils et les attentes des touristes afin d'ajuster au mieux l'offre à la demande. L'offre touristique vendéenne, sa variété, sa richesse, sa diversité sont mal connues. Par exemple, c'est assez paradoxal que pour 15% de nos touristes, ils nous disent qu'il manque de l'activité nautique. Alors qu'il y a une activité nautique évidemment sur le littoral, autour de Nouzille, ça extrêmement développé. Avec plus de 5 millions de vacanciers par an, le tourisme est le premier secteur d'activité économique de Vendée. Cette enquête va donc permettre aux professionnels de s'adapter à la clientèle. Au chapitre politique, le Poiré-sur-Vive a changé de maire. Didier Mandelli a décidé de démissionner. Élu sénateur en septembre dernier, l'élu UMP souhaite consacrer plus de temps à ce nouveau mandat. Didier Mandelli était maire du Poiré depuis 2001. On écoute sa première adjointe. Il a à chaque fois su fédérer. Il a dépensé beaucoup d'énergie et il a mis toutes ses compétences aussi au service de sa commune. Souvent, quelquefois au détriment de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle, mais vraiment, son combat, ça a été pour la commune du Poiré-sur-Vive. Ouais. Et ça, c'était un combat collectif, commun, des ambitions communes, et on s'est vraiment retrouvés sur ces valeurs-là, et c'est vraiment un très bon souvenir. Et l'élection du nouveau maire du Poiré-sur-Vive aura lieu le 10 juillet au sein du conseil municipal. Sabine Roiran, que vous venez de voir, se porte candidate. Didier Mandelli, lui, continuera à siéger en tant que simple conseiller municipal et restera président de la communauté de communes Vie et Boulogne. Les policiers regroupés devant le commissariat de La Roche-sur-Yon, une cérémonie en hommage à leurs collègues morts pour la France. Un hommage qui a lieu tous les ans mais qui prend cette année un accent particulier. 4 mois après les attentats de janvier à Paris, 2 policiers et une policière municipale avaient été tués. Écoutez le directeur départemental de la sécurité publique et le préfet de Vendée. Fort heureusement en Vendée, nous n'avons pas eu récemment d'accidents dramatiques ou d'agressions contre les forces de l'ordre. Mais ce qui s'est passé à Paris en janvier rappelle que ça peut arriver à tout moment et qu'il n'y a pas, en Vendée comme ailleurs, de territoire qui soit exempt de l'obligation de vigilance. L'émotion est un peu plus présente dans la mesure où le mouvement citoyen du 11 janvier
Les grands cortèges qu'on a vus tant à La Roche-sur-Yon que sur l'ensemble de la France a quand même marqué les esprits, tant au niveau de la population, bien sûr, on l'a vu, mais également au niveau des policiers qui ont vu une reconnaissance de leur travail et de leur engagement, ce qui n'était pas toujours aussi évident auparavant. Par ailleurs, pendant cette cérémonie, 7 médailles d'or ont été décernées à des policiers vendéens ayant effectué 20 ans de service. 2 matchs pour peut-être un exploit historique. Le Vendée Luçon Football n'a jamais été aussi près d'accéder à la Ligue 2. Rien n'est encore fait, il reste encore 2 journées, dont un match contre Strasbourg, concurrent direct au classement. Et en dehors du terrain, les dirigeants du club préparent déjà cette éventuelle accession. Reportage Karl Laboureux. Une division seulement les sépare, mais passer du niveau national à la Ligue 2, c'est accéder à un tout autre univers, financièrement surtout. Aujourd'hui, le Vendée Luçon Football dispose d'un budget d'1,5 million d'euros. Demain, en cas de montée, il lui faudra 5 à 6 fois plus, 7 à 8 millions. Un obstacle qui n'est pourtant pas insurmontable selon le président du club, grâce notamment aux droits télé reversés par la Fédération française. Vu que nous avons le label club, nous aurons une aide entre 5 et 6 millions d'euros par la fédération, donc c'est quand même déjà très important. Plus après nos partenaires, donc on arrivera à trouver, pour l'instant je suis arrivé à 7,8 millions. Voilà. Un budget prévisionnel déjà présenté à la DNCG, la Direction nationale de contrôle de gestion. Et puis autre obstacle à surmonter, le lieu des matchs. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le stade Jean de Mouzon ne peut pas et ne pourra pas accueillir de rencontres de Ligue 2. On va être très honnête là-dessus. Il n'y aurait aucune possibilité pour la ville de Luçon financièrement de monter un stade qui permettrait d'être en Ligue 2. Donc voilà, il jouerait certainement ailleurs. Hypothèse la plus probable, le stade Henri Desgranges à La Roche-sur-Yon, mais pour le moment, rien n'est véritablement acté. Enfin, du côté purement sportif, là aussi, le club devra muscler son équipe, ce qui était d'ailleurs déjà envisagé, même en cas de maintien en national. Si on est en national, on sait très bien que la saison de l'année prochaine sera compliquée puisque les gens vont attendre qu'on fasse encore une belle saison. Donc il faudra recruter également des joueurs qui rentrent dans notre projet de jeu. Donc j'ai envie de dire pour la partie technique, ce ne sera pas trop un souci. Prochain match et non des moindres, ce vendredi, les Luçonnais reçoivent Strasbourg, autre prétendant à la montée. La rencontre ne sera peut-être pas décisive, mais apportera un éclairage sur les différentes hypothèses de la dernière journée de championnat. Et si on fait un point sur les autres clubs vendéens qui peuvent monter ou descendre, toujours en national, le Poiret-sur-Vie joue son maintien. Les Genoux doivent éviter de perdre contre Colomiers ce week-end, un concurrent direct à la relégation. En CFA, Fontenay lutte aussi contre la relégation. Le club du Sud-Vendée doit absolument gagner samedi à Plabennec pour éviter la descente. L'équipe des Herbiers, elle, peut espérer monter en national. Elle est actuellement 2e de CFA, à égalité de points avec le leader Lorient. Mais les Bretons ne peuvent pas monter puisque c'est une équipe réserve. Les Herbiers conservent 2 points d'avance sur le stade bordelais. Les 2 dernières journées seront donc décisives. À noter enfin qu'en handball, Pouzauges joue ce week-end sa montée. Actuellement leader, les Vendéens reçoivent Floirac, 2e à 1 point. Le vainqueur du match jouera donc l'an prochain en National 1. La déclaration d'impôt, vous êtes peut-être en plein dedans, vous avez encore une semaine. La date limite pour renvoyer votre déclaration, c'est le 19 mai pour la version papier. Si vous la faites par Internet, la date limite, c'est le 26 mai. Une déclaration d'impôt, c'est parfois un peu compliqué. Hier, l'Ordre des experts comptables proposait à La Roche-sur-Yon des consultations gratuites pour éviter les erreurs. Alors, à quoi doit-on faire attention? Quelques conseils de Sylvie Douteau, expert comptable. Alors pensez bien à reporter tous vos revenus d'activité. Pour les artisans, commerçants, les agriculteurs, pensez également pour tous, y compris pour les salariés, à bien cocher la case liée à la prime pour l'emploi. Donc bien mentionner si vous avez une activité à temps complet ou le nombre d'heures. Enfin, pensez aux réductions d'impôts. Les enfants qui sont à l'école, les collégiens, les lycéens, les étudiants pouvaient bénéficier de réductions d'impôts.
Le trafic des trains perturbé demain en Vendée en raison d'une grève régionale, un mouvement qui porte notamment sur une réorganisation du travail des contrôleurs. Cette grève est reconductible, elle ne concerne que les TER. En moyenne, 6 trains sur 10 circuleront. Les lignes Nantes-La Roche-sur-Yon-Les Sables, Nantes-Luçon-La Rochelle et La Roche-sur-Yon-Saumur sont touchés. Sur certains trajets, des cars de remplacement seront mis en place. Direction le site internet des TER Pays de la Loire pour avoir le détail du trafic. Un numéro de téléphone est aussi à votre disposition. On l'a évoqué ces derniers jours, nous venons de commémorer les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. On va replonger dans cette période avec Grégoire de Châtillon. Dans les jardins du musée Clémenceau de Lattre, le 8 mai a été fêté en musique avec des reprises jazz, des chansons des années 40. Anaïs Lowe et Dominique Mandin ont travaillé pendant un mois pour préparer ce concert. Au menu, des standards du jazz et des chansons françaises. C'est le côté un petit peu festif du jardin du musée. Le jour de l'anniversaire de la signature, on organise un concert. Très à l'aise dans ce répertoire, la gagnante du concours La Vendée recrute ses talents 2013 et son musicien embarque le public avec eux. Anaïs, très bien. Très, très satisfaite de sa voix, son enthousiasme et tout. Ça nous rend joyeux, grâce à sa voix. Moi, en fait, je la connais bien, donc je sais qu'elle peut chanter beaucoup de choses et ça lui va bien de chanter du jazz. Je voudrais bien chanter aussi bien que ça, moi. Merci beaucoup. Je me sens vraiment sensible à cette période parce que je trouve que c'est des chansons qui ont beaucoup d'émotions. C'est des textes très très passionnés et c'est vrai que ça me parle tout de suite. Duke Ellington, Edith Piaf, Charles Trenet, le pari est réussi pour ce voyage musical au son des années 40. Et un mot encore de musique. Dans 10 jours maintenant aura lieu le festival de musique baroque des Olonnes. Ce sera la toute première édition mise en place par les villes des Sables et d'Olonne-sur-Mer. Le détail de l'événement a été dévoilé il y a quelques jours. 3 rendez-vous musicaux seront proposés autour du Roi Soleil Louis XIV et des œuvres qu'il a inspirées. Avec la Symphonie du Marais, plus habituée à jouer au logis de la Chaboterie. Écoutez Hugo Rein. On a tout un public de fidèles qui viennent à la Chaboterie, mais parmi ces gens, il y a aussi des gens qui sont du pays d'Olonne, des Olonnes, pardon. Et donc on a tout un public qu'on cherche à satisfaire et qui va venir dans ce festival de 3 jours, qui est un festival très dense, auquel j'espère qu'ils seront fidèles également, puisqu'ils me l'ont demandé personnellement aussi, il faut faire des choses sur la côte. Allons maintenant à la rencontre d'une passionnée d'enluminure. C'est cet art d'illustrer les textes avec des dessins, des peintures. Claire Biteau-Guillemin a découvert cette discipline à l'âge de 12 ans. Elle en a aujourd'hui 37 et vient de se voir décerner le titre de meilleur ouvrier de France. Cyril Guillet l'a retrouvé dans son atelier au cœur du parc du Puy du Fou. C'est au cœur du Puy du Fou, dans le village 18e, que Claire Biteau-Guillemin a installé son atelier. Sa spécialité, et ce depuis 20 ans, c'est l'enluminure, une pratique qui a fait son apparition avec le livre au IVe siècle et qui consiste à illustrer à la main un texte ou un manuscrit. Une discipline dans laquelle elle excelle et pour laquelle elle a été récompensée du titre de meilleur ouvrier de France. C'est très émouvant, surtout quand on reçoit le courrier. Oui, parce qu'on participe à ce genre de concours pour essayer de se perfectionner, d'améliorer ses techniques. Mais je ne pensais pas arriver jusqu'au bout. C'est la première fois que ce titre est décerné à un maître artisan enlumineur. Et pour départager la vingtaine de candidats sélectionnés, 2 épreuves étaient proposées. La première, réaliser une copie à l'identique de la prise de Jéricho de Flavius Joseph. Un travail tout en minutie qui aura nécessité plus de 400 heures. Il fallait que chaque personnage retrouve l'expression du modèle d'origine. Donc il y a plusieurs centaines de têtes, de visages à refaire à l'identique du modèle d'origine. Donc c'était ça la grande difficulté.
La seconde épreuve faisait appel à l'esprit créatif de l'artiste avec le thème Sur les pas de Jean Fouquet, célèbre peintre et enlumineur du XVe siècle. Le but était de respecter les codes iconographiques et les codes symboliques de Jean Fouquet, de s'inspirer de ses techniques et de son style, tout en laissant apparaître aussi une part de créativité personnelle et l'interprétation d'un sujet ancien par quelqu'un du XXIe siècle. Et en ce qui concerne la technique, elle est identique à celle pratiquée au XIIe et au XIIIe siècle. Ainsi, elle réalise elle-même ses pigments à base de pierres comme le lapis-lazuli ou la malachite, ou bien encore à partir de végétaux. Ces couleurs sont déposées sur des parchemins obtenus à partir de peaux de veau ou de chevreau, garantissant aux couleurs une meilleure tenue dans le temps. Un dernier mot pour vous dire que le Festival de Cannes débute demain et pour illuminer cette 68e édition, c'est un Vendéen qui a été choisi pour le feu d'artifice d'ouverture du festival, Jacques Couturier, dont la société est basée à Saint-Florent-des-Bois. Et c'est son fils, Joseph Couturier, qui a imaginé ce spectacle pyrotechnique, visible donc demain soir sur la Croisette. On reste les yeux tournés vers le ciel pour un point sur la météo. Les nuages ont parfois mis du temps à se dissiper aujourd'hui. Demain, quelques nuages encore, mais ils devraient rester discrets. La journée sera agréable. 11 à 14 degrés pour les minimales, 19 à 21 pour les maxis sur le littoral, jusqu'à 24 degrés dans les terres. La météo complète, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Nous, on se retrouve demain. Très bonne soirée.